On vient mettre notre grain de sel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Grain de Sel Télé, une émission produite par TravelDoc, un programme consacré à la mer, à l'environnement et à la préservation du patrimoine maritime ici en Occitanie. On est une équipe de citoyens, de citoyennes engagés, motivés. On sillonne à bord de 2 voiliers le littoral roussillonnais pour rencontrer celles et ceux engagés dans la préservation de la mer Méditerranée. Ça fait quelques jours maintenant qu'on a posé nos bagages dans le port de Marseillan. Aujourd'hui, on va parler récif artificiel. D'habitude, la nature se gère très bien toute seule, mais parfois, l'activité humaine l'a tellement déréglée qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce pour mieux fonctionner. Il y a plusieurs dizaines d'années, des humains ont donc installé des structures dans les fonds marins pour aider au repeuplement des espèces et des poissons. Comment aider le vivant sans trop l'altérer? Et c'est la question qu'on va se poser ce soir avec mes 2 invités dans un instant. Et puis ensuite, on retrouvera un artiste qui a mis son art justement au service de ces récifs artificiels. Vous le verrez, c'est passionnant. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Tout de suite, on retrouve le traditionnel carnet de bord de Clarisse qui nous raconte l'épopée de l'équipage de Grain de Sel Télé. On vient mettre notre grain de sel. Heureuses qui, comme Pénélope, ont pris le large pour changer d'horizon. Allez, on est arrivé à plus de la moitié de l'aventure. Waouh! Je vous ai parlé de toutes les belles choses qui se sont passées derrière les coulisses de Grain de Sel, mais pour être honnête, il faut aussi raconter les petits couacs. Celle de projet, dépannage de camion. Comme cette soirée où le camion régie qui suit notre flotte tombe en panne, sans donner d'explication. Et ce pêcheur qu'on aurait pu percuter parce qu'on était trop concentré à apprendre à calculer des caps, les yeux rivés sur le compas, avec le bateau en mode autopilote. On fait du 4 nœuds et des pugnettes. On a 3h41 au 180 nœuds. Allez, pousse-toi. Tire tout. Allez, vas-y. Attention, Marika. Parce que là, on n'est pas loin de l'empannage. Et les 2 fois où le bateau s'est enlisé dans les fonds sableux du port. Oh, regarde, là, on va plonger, quoi. C'est pas faux, là. Mais c'est la faute à y arriver, là, que vous avez pas besoin. Non. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Tanké, comme on dit dans le jargon maritime. Sans oublier quelques accostages un peu musclés, les petites chutes, les crashs de drones, les montages et démontages inutiles du plateau, les coups de gueule. La petite installe de la grue qui saoule tout le monde. Ben, on va faire ça bien. Les gros coups de barre. Je suis au bout du rouleau, j'ai trop mal dormi. Je suis au bout du rouleau, déjà. Ou les coups de soleil. Attends, ça tourne. Moi j'en ai 2, moi, pardon. Il y a eu toutes ces fois où on avait oublié de changer les batteries ou de vider les cartes. Ça tourne. Moi j'ai mis une carte. Ou les soirs de fatigue où on s'est bagarré pour choisir les meilleurs angles de vue. On est en train de niquer un plan de canon. Attends, 2 secondes. Putain, Céline, laisse-nous chercher. Il y a eu toutes ces fois où on avait perdu les clés, rayées de la carte, telle la fameuse cité de l'Atlantide. N'oubliez pas, Ah merde. Mais tout ça, ça fait partie de l'aventure. C'est ce qui la rend unique et ce sont finalement les meilleurs souvenirs. Que ce soit des boulettes individuelles ou collectives, on était tous et toutes là, ensemble, pour les réparer. À notre échelle, on s'est dit que cet esprit collectif, ça peut être le petit grain de sel qu'on a envie de voir se répandre dans notre société. Et moi, la petite jeune de l'équipage, je monte à bord pour vous et vous raconterai ce qui se passe derrière les coulisses. À l'abordage! On vient mettre notre grain de sel. on
le sait, la nature n'a pas besoin de nous pour fonctionner, elle le fait très bien toute seule. Et dans les fonds marins, l'écosystème repose sur un équilibre fragile mais très efficace, où chaque espèce, chaque micro-organisme a son importance et sa fonction. Oui, mais voilà, souvent, plusieurs grains de sable viennent gripper le rouage, la machine se dérègle et les activités humaines, en l'occurrence l'urbanisation, le tourisme et la pêche aussi, ont pour conséquence directe de perturber cet équilibre des écosystèmes marins. On peut alors travailler à aider la nature, on peut la soigner, on peut lui donner un coup de pouce pour l'aider à se rétablir. Et c'est ça le principe de la restauration écologique. On va en parler ce soir avec mes deux invités. Philippe L'Enfant, bonsoir. Vous êtes professeur à l'université de Perpignan, professeur d'écologie marine. Et Gilles Lecaillon, vous avez fondé il y a maintenant 20 ans la société Éco-Océan qui œuvre à la restauration écologique. Bonsoir et merci beaucoup à vous deux d'être avec nous ce soir. Alors, on va préciser les choses parce qu'on a aussi parlé de récifs artificiels. Récifs artificiels, restauration écologique, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? C'est des objets qui sont mis volontairement par l'homme pour soutenir des objectifs qui sont destinés à l'homme. Et entre autres, il y a eu l'antichalutage, mais le plus souvent en Méditerranée, c'est plutôt pour soutenir la pêche artisanale. Donc, grosso modo, créer des habitats pour que les poissons, il y en a un peu plus et que ce soit plus facile à pêcher. Donc, aider à la production voilà. halieutique. Et donc, ça, c'est de la restauration écologique, en fait ? Non, on n'est pas encore dans la restauration écologique parce que la restauration écologique, l'objectif, c'est la nature, c'est d'aider la nature. Là, on modifie quand même, parce que souvent, les récifs artificiels sont posés sur du sable. Alors pourquoi modifier du sable, remplacer par des choses qui sont en dur, comme du béton ? Là, la restauration écologique, elle cherche à retrouver des fonctions de la nature. Donc il y a une petite différence, même si des fois, les récifs artificiels peuvent être utilisés dans des actions de restauration. Alors justement, on y vient du coup. Quelles sont les options pour aider la nature à retrouver son équilibre ? Parce qu'on parle de ça, donc. La restauration, la définition même, c'est retrouver l'écosystème tel qu'il était initialement. Alors le problème, c'est que, comme ça a été dit, c'est super compliqué, c'est super complexe. Et souvent, on n'est même pas en capacité parce qu'on n'a pas forcément les outils. Donc après, dans la boîte à outils, on essaye d'avoir des choses qui permettent de retrouver une partie de l'écosystème. Et un de ces outils, c'est donc les récifs artificiels, c'est ça ? Il y en a combien environ ici sur le littoral occitan ? Alors déjà, il faut dire que c'est les premiers récifs artificiels français, c'est en Occitanie, c'est en 1968. Donc au début c'était des comment dire ? C'était fait pour lutter contre le chalutage illégal. Non, pas encore. Les tout premiers c'était des carcasses de voitures, des choses comme ça. C'est vraiment des tests. Et après effectivement on est passé sur plutôt de la protection contre le chalutage illégal. Et donc en Occitanie on est à peu près à entre 28 et 30 000 mètres cubes de récifs qui ont été immergés. Ah oui, c'est énorme. Ça fait environ 9000 terrains de foot, je crois que j'avais lu ce chiffre en préparant cette émission. Gilles Lecaillon, vous, à Éco-Océan, c'est votre domaine d'activité. Vous installez des récifs artificiels, en fait ? Sur le principe, on peut parler de récifs artificiels puisqu'on met des habitats dans le milieu marin. Mais justement, comme le récif artificiel est souvent connoté grosse structure qu'on vient mettre sur des fonds de 15-20 mètres de profondeur, donc comme a parlé Philippe à l'instant, souvent en béton, ce sont des structures très massives. Nous, on ne parle pas de récifs artificiels, on parle d'habitats artificiels, puisque ce sont des micro-habitats artificiels qu'on va venir installer dans des infrastructures artificielles pour donner et redonner des fonctions écologiques à l'écosystème qui les a perdues. Comme l'a dit Philippe, on ne fait pas de la restauration écologique, on n'essaie pas de revenir comme c'était avant. Parce que ça, c'est impossible. Surtout dans une marina, on ne va pas enlever la marina, on ne va pas revenir comme c'était avant, sinon il faudrait enlever la marina. Par contre, la marina, elle peut avoir des fonctions écologiques intéressantes pour l'écosystème. Donc on est dans potentiel, donc on est dans la restauration écologique. Et donc on parle même plus de réhabilitation écologique que de
restauration écologique. Voilà. Oui, potentiel, parce que en fait, il suffit pas de mettre un bloc de béton au fond d'un port pour que tout d'un coup, il y ait plus de poissons et que ça crée un endroit préservé. Ouais, moi j'insistais sur potentiel parce que l'endroit où l'homme s'est installé pour mettre des marinas, des ports, c'est souvent des endroits qui sont protégés, qui sont protégés des tempêtes, où l'eau est chaude, il y a beaucoup à manger, donc des endroits super privilégiés pour les petits juvéniles de poissons. Sauf que lorsque vous regardez un port, c'est un quai droit. Ça n'a plus rien à voir avec l'habitat naturel qu'on pouvait avoir avant. Et c'est là où Gilles il peut intervenir et hop, il transforme ces quais en quelque chose qui sera intéressant pour les juvéniles de poissons. Voilà. Nous, on vient vraiment rajouter sur des quais, sous des pontons, sur des digues en enrochement, des gros rochers, de la complexité en fait. Parce que, comme l'a dit Philippe, là c'est pareil, un quai droit, c'est pas complexe. Il y a certes de la vie dans les ports. Souvent on nous dit, mais en fait, il y a plein de vie dans les ports, il y a plein de gros poissons, effectivement, dans la port. Mais il y a aussi beaucoup de petits poissons, de tout petits individus qui rentrent là parce que c'est leur objectif d'arriver dans les zones les moins profondes, ce qu'on appelle les petits fonds côtiers. Sauf que quand ils sont face à un quai, ils n'ont pas d'endroit pour se cacher, ils ont de la nourriture, mais pas d'endroit pour se cacher. Donc en fait, ils se font manger par les plus grands. C'est aussi simple que ça. Et donc nous, on vient leur apporter à la fois le gîte et le couvert, en leur permettant de se nourrir, mais aussi de se protéger des prédateurs. Et donc, du coup, le port redevient une nurserie, qui était le cas avant, qui est la marina, en fait. Et ça tombe bien que vous parliez de nurserie, puisqu'on va regarder tout de suite l'image du jour que vous nous avez fournie. Il s'agit donc d'une nurserie artificielle présente dans l'étang de Thau. Vous les appelez les bio-huts. Oui. C'est ça, voilà. Les bio-huts, ça va dans les deux langues en fait. C'est des huttes de biodiversité ou des huts en anglais, ça veut dire hutte. Donc ça va aussi pour les pays anglo-saxons. Cette image de bio-hut, vous voyez donc deux plongeurs, les bébés poissons, les bébés larves, c'est ça ? Des petites larves, des bébés poissons ou des larves. Des bébés poissons. Et à côté, donc, ces fameux bio-huts, ces cages d'acier destinées en fait à les préserver, à les héberger, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, on appelle ça des cages, même si le mot cage n'est pas super sympa, mais en fait, c'est ça. Et en fait, c'est un cumul de différentes cages. Donc, il y en a une qui est la cage dans laquelle il y a du substrat, et ce substrat, il est naturel. Et le substrat qui est super, en tout cas dans la région Occitanie, c'est la coquille d'huître qui arrive d'une filière de coquilles de l'étang de Thau qui est juste derrière vous, là. Donc, en fait, on utilise ces coquilles, on les met dans une cage, et ça fait un substrat très complexe dans lequel il va y avoir une faune, une flore qui va venir se fixer là-dedans. Et ça va être une source de nourriture pour des petits poissons qui vont venir autour de ça. Sauf que cette cage remplie de coquilles, elle est entourée d'une ou deux cages vides. Parce que tout simplement, le petit poisson, quand il va se nourrir ou quand il va avoir peur d'un prédateur, il va se rapprocher de la cage remplie de substrat, mais il va traverser la cage vide. Et donc, du coup, le prédateur ne pourra pas l'attraper, tout simplement. C'est basé vraiment sur le comportement naturel d'échappement à un prédateur. Et donc après, le bébé larve va grandir dans ces cages et après, il va repartir au large. Ouais, quand on a fait les suivis, on s'est aperçu que plus il grandissait, plus il explorait. Plus il élargissait son domaine d'exploration. Et en plus, arrivé à une certaine taille, il y a beaucoup moins de prédateurs qui pourront le manger parce qu'il est trop grand. Donc c'est vraiment un problème de relation de taille par rapport à la bouche du prédateur. Et donc après, ça y est, il a passé, on va dire, la phase critique où il pourrait y avoir beaucoup de mortalité. Et après, il va coloniser les populations naturelles. Et pourquoi alors intervenir sur ce moment de croissance des poissons ? Du cycle de vie. En fait, c'est très orienté sur le cycle de vie des poissons. Alors, on parle des poissons, on a fait beaucoup de monitoring, de suivi sur les poissons, mais ça concerne aussi beaucoup de crabes, de crevettes, tout dans la vie marine côtière. Tout est lié à un cycle de vie qui se fait avec de la dispersion larvaire. Donc, en fait, des petites larves qui s'en vont un peu partout dans le milieu pour aller coloniser d'autres endroits. Et donc, ces larves, elles reviennent à un moment donné sur le littoral, mais vraiment sur la frange entre la terre et la mer, essayer de trouver des petites nurseries. Donc, cette phase est critique dans leur cycle de vie, mais elle est naturellement critique. Il y a une mortalité naturelle. Et c'est là qu'on peut intervenir, parce qu'on peut essayer d'intervenir au large, mais il faut aller les trouver. Alors que là, finalement, c'est le moment où il y a une grande mortalité naturelle, c'est-à-dire qu'on peut aider, comme vous l'avez dit au début, donc on peut vraiment aider à ce moment-là du cycle ces individus pour leur augmenter par 100, par 1000 leur chance de devenir des adultes, puisqu'on leur augmente leur taille. Et comme
bigger is better dans le milieu, c'est-à-dire plus on est grand, plus on est fort. Et ben plus ils sont grands, plus ils ont de chances de survie, de devenir des adultes qui vont de nouveau se reproduire et donner des larves. Je précise que vous travaillez ensemble tous les deux, donc ces nurseries artificielles, elles fonctionnent et c'est vous, Philippe, notamment, qui avez mené les études sur le terrain pour observer. Donc comment vous y êtes pris pour constater que ces habitats étaient nécessaires pour la survie de... L'objectif, c'était de valider le concept. Donc, on a utilisé les méthodes qu'on utilise dans les milieux naturels, donc soit sous forme de transect, c'est-à-dire qu'on se déplace sur une distance connue, ou alors on fait des points fixes d'observation pendant un temps défini. Donc, tout est bien calculé, rigoureux pour que ce soit reproductible et qu'on puisse s'en sortir des résultats qui soient comparables. Et donc, en fait, on a observé, on a identifié les espèces, on a dénombré les individus, on a estimé les tailles. Et ça, c'était important pour suivre la croissance. Et ça, on l'a fait tous les 15 jours pendant 6 mois. Donc, ça a été un travail assez intense, mais qui était obligatoire pour vérifier si tout ça fonctionnait bien, comme dans la nature. Et en parallèle, on allait voir aussi ce qui se passait dans la nature. Et les résultats, ils sont sans commune mesure. La preuve, on les a publiés. Il y a eu des tests qui ont été faits dessus. Et ça marche super bien. Est-ce qu'on peut dire que ces habitats, ça permet à certaines espèces de revenir ou de se renforcer ? Le plus bel exemple, c'est le mérou. Moi, en 20 ans, j'en avais pas vu un seul juvénile. Alors, des gros, on en a dans la réserve de Banyuls, mais des juvéniles, des individus qui font 3-4 cm, j'en avais jamais vu. Le premier que j'ai vu, c'est dans un biohut. Et après, petit à petit, on s'est aperçu que dans pas mal de biohuts qui avaient été répartis sur le long du littoral, Gilles me disait, tiens, il y en a un qui a été observé au Brusque, à tel endroit, à Marseillan. Donc ça c'est la preuve. La preuve. Et puis on aide depuis le temps qu'on fait des suivis. Alors que Philippe fait des suivis, mais nous aussi on passe du temps dans l'eau. On a vu presque une centaine d'espèces de poissons qui étaient intéressés par ces modules, quoi. Donc c'est pas négligeable quand même. Dont des espèces sur liste rouge, donc comme l'hippocampe, le mérou, l'anguille, des espèces qui sont essentielles, quoi. Et c'est important parce qu'il n'y a pas de sélection d'espèces. On ne choisit pas une espèce. L'idée, c'est de sauver la biodiversité dans sa globalité. L'écosystème global. Donc l'idée, c'est on veut que toutes les espèces elles s'en sortent, quoi. Donc, Il y a aussi une autre technique sur laquelle vous travaillez, Gilles, c'est de prélever en fait des larves dans l'état naturel et en mer et de les élever dans vos labos pour après les relâcher, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est le même principe que le biohut. La seule différence, c'est que la larve qui arrive du large, on la capture avec des engins lumineux et avec les pêcheurs locaux. Donc on sait les capturer vivantes, évidemment. On les amène dans des aquariums, on les élève avec des procédures de non-domestication pendant 3, 4, 5 mois et on les réintroduit, comme le disait Philippe, à une taille dont on sait qu'ils ne vont pas se faire manger par les prédateurs. En fait, c'est le même principe que les biohuts, mais c'est une autre technique, mais qui a le même objectif. Et donc, on fait ça également du côté de Marseille, Toulon, aux Philippines. Comment ça être sûr que quand vous allez les relâcher, elles ne vont pas suivre votre bateau ou Alors ça, c'est un vrai sujet. Savoir se débrouiller. C'est là où les scientifiques, le lien de nouveau entre une solution d'ingénierie écologique et la validation scientifique est importante. Nous, on a testé le processus, on a déverrouillé les verrous techno et on se dit, maintenant, quand on remet un poisson dans la mer, qu'est-ce qui se passe ? Et là, c'est là que les scientifiques interviennent. Pour pouvoir les suivre, on leur a mis des petits tags sur la queue et les scientifiques, sur plusieurs mois, sont allés dans l'eau plonger pour retrouver ces poissons avec ces tags. Et donc, on a vu que plus de 50% des individus qu'on avait tagués, on les a revus dans le milieu. Et 50%, c'est énorme, en fait. Philippe peut... Oui, parce que comme on disait que c'était une phase critique, en général, on est plutôt à 5% de survie. Et là, comme ils sont protégés pendant cette période critique et relâchés à cette taille, on arrive à les maintenir. Et c'est vrai que nous, le gros enjeu, c'était... comment distinguer ceux qui ont été remis dans l'eau des populations naturelles. Et donc, heureusement qu'il y avait ce système de marques sur la queue. Et ça, on les a suivis pendant 1 mois, même plus d'1 mois. Et donc, ça veut dire qu'1 mois après, on retrouvait les individus, mais ils s'étaient redispatchés et surtout, ils étaient venus sur les nurseries naturelles voir leurs petits copains qui étaient déjà présents. Ils avaient réintégré les populations, en fait. C'est-à-dire qu'un poisson, si 1 mois après, il est dans le milieu en train de manger, en train de nager avec ses congénères, avec ses potes, en gros,
c'est qu'il a autant de survie que celui qui est arrivé là naturellement. Donc on est venu bien aider la nature à un moment crucial de son C'est la cycle. plus belle preuve. C'est exactement ça. Il y a combien de biohôtes en Méditerranée là? Alors, depuis qu'on a commencé à en mettre en 2012-2013, il y en a eu plus de 3800 qui ont été installés, donc on commence à avoir un bon retour d'expérience. Aujourd'hui, il doit y en avoir 2000 installés, et aujourd'hui, en Méditerranée, il y a 35 ports qui sont équipés de biohôtes, dont le port de Marseillan, et dans le monde, il y en a 45 ports. Là, on a envie de se dire, c'est bon, la restauration écologique peut nous aider, peut nous sauver, peut sauver la nature. Ça suffira, l'ingénierie écologique mettre des nurseries partout et c'est bon, on change rien? C'est un outil pour aider, mais la première des choses à faire, c'est de ne pas dégrader. Ça, c'est la priorité. Donc, c'est pas parce qu'on a un outil qui peut permettre d'améliorer la situation qu'il faut continuer à détruire. Ça, c'est tout sauf ça. Plus on attend, plus ça va coûter cher. Donc, si on peut ne rien dégrader, c'est vraiment la priorité. Par exemple, des mouillages écologiques pour éviter que l'ancrage détruise des herbiers. Ça, c'est de la non-dégradation. Pourtant, il y a une action, on a mis des mouillages, mais bien spécifiques. Donc, c'est ce genre d'action qu'il faut faire au début. Après, quand il y a déjà une dégradation, déjà, c'est stopper la dégradation, parce que ça ne sert à rien de faire de la restauration si derrière, on continue à polluer, on continue à bétonner, etc. Voilà. Donc, Donc, ça, c'est... Mais bon, heureusement qu'on a quand même ces solutions, parce qu'on ne peut pas dire que la Méditerranée elle soit en super santé, quoi. Il y a quand même pas mal d'impact. Et est-ce qu'on peut dire que la restauration écologique va faire que des espèces ne seront plus menacées du tout ou... C'est possible, oui, sur certaines espèces comme concon. Alors, pas seulement, il faut qu'il y ait de la protection, donc des aires marines protégées, il faut qu'il y ait de la restauration écologique, c'est la mise en place de plusieurs outils qui vont arriver à protéger des espèces. En tout cas, la restauration écologique et l'ingénierie écologique qu'on fait dans les milieux portuaires aident clairement la nature. Maintenant, c'est pas tout, mais c'est aussi un super vecteur pour sensibiliser et aider les gens à leur dire « Hey, vous êtes dans un habitat artificiel, on peut faire quelque chose, donc respectez l'habitat artificiel, donc respectez d'autant plus l'habitat naturel. » Et donc, c'est un super outil. Et ça, c'est une des manières d'améliorer la situation, c'est de sensibiliser les jeunes ou les moins jeunes à leur dire arrêtez de détruire la nature. Elle n'est pas juste... C'est que quand on jette un déchet, on ne le voit plus au bout de 30 secondes, mais en fait, il est toujours là et parfois pendant un certain bout de temps. Oui, et se dire que si il y a certaines espèces qui disparaissent, c'est aussi toute une économie qui va en pâtir et c'est pas juste... Exactement. Après, ce qu'il faut aussi, c'est un plan d'action... on va dire, un peu plus large et l'échelle de la façade. Une échelle de façade, et l'agence de l'eau, c'est ce vers quoi ils veulent tendre. C'est là, ils ont bien compris que les solutions étaient valides, que ça fonctionnait, et maintenant il y a un schéma territorial de restauration écologique, c'est-à-dire que on va réfléchir à toutes les actions qu'on peut mettre en place sur un territoire qui n'est pas juste une commune. On va travailler à l'échelle du littoral, et là c'est top parce que là on va avoir une masse critique suffisante pour avoir un effet de levier sur les populations, sur l'écosystème, et donc ça va dans le bon sens. Pour qu'on se rende compte en termes de temporalité, vous me disiez, Philippe, avant qu'on commence cette émission, que dans les réserves, il faut plusieurs dizaines d'années avant que l'écosystème soit sécurisé, soit préservé, soit sauvé en fait. Ça prend du temps, surtout pour les espèces qui sont longévives. Le mérou, la première maturité, ça doit être au bout de 7 ans. En plus, ça change de sexe, donc c'est assez complexe. Donc il faut du temps. Comme l'a dit Gilles, il faut diversifier les outils. La nature, elle teste plein de choses en continu. Elle en garde, elle en jette, elle maintient des choses. Et grosso modo, il faut faire comme la nature. Il faut tester plein de choses, il faut avoir une boîte à outils la plus large possible. Et là, on est déjà en train de réfléchir à des choses de biomimétisme. Vraiment, il y a toute une dynamique aussi qui se met en place. D'innovation, il y a beaucoup d'innovation là-dedans aussi. Donc, c'est ça qui est aussi grisant, finalement, c'est d'avoir des sociétés qui font de l'innovation, d'avoir des labos avec qui on travaille, d'avoir des maîtres d'ouvrage qui s'engagent et d'avoir des pouvoirs publics comme l'Agence de l'eau qui finance aussi, parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement, et cette recherche et développement, elle a besoin d'être aidée. Et finalement, en France, on est plutôt bien lotis pour ça, quoi. Pour une fois qu'on peut le dire. C'est important de le noter, quand les choses fonctionnent aussi. Exactement. L'importance aussi de préserver le rythme donc de la nature et le temps, en fait, le temps long dans lequel elle s'inscrit aussi. On touche à la fin de cette discussion. La traditionnelle question dans les émissions de Grain de Sel télé à la fin de nos débats, c'est de demander à nos invités une recommandation, une œuvre, un film, un livre, un moment, un lieu
quelque chose qui vous a marqué dans votre parcours, dans vos parcours personnels. Philippe? On va pas dire le Grand Bleu ensemble quand même, ça serait trop basique. Bon, ouais, mais je le dis quand même. Parce Mais on le dit que, quand même, quoi. Le Grand Bleu pour tous les deux. Non, mais il y a Océan aussi. Le film Océan, il était quand même assez particulier, assez sympa. Et après, il y a des jolies choses en Occitanie en termes de sites sur la côte rocheuse. Moi, la réserve de Banyuls, j'y travaille depuis X temps. Voilà, et je m'ennuie jamais, quoi. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Quand on met la tête sous l'eau avec un masque, aller chercher tout ce qui est petit. Parce qu'il y a beaucoup de choses petites qu'on ne voit pas. Et nous, on s'est toujours intéressés donc, à ces tout petits stades. Et regarder les gros poissons, les gros requins, c'est sympa. Mais de faire des plongées pour aller voir le minuscule ou le très petit que personne finalement ne voit, ça serait ma recommandation. C'est aussi important l'infiniment petit. Important, voilà. Sinon plus, mais en tout cas, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir éclairés sur les enjeux de la restauration écologique. Et tout de suite, on retrouve le reportage de Grain de Sel Télé. On vient mettre notre grain de sel. En 2017, la ville d'Agde a été lauréate d'un programme d'investissement et d'avenir, d'un PIA, avec l'ADEME sur la restauration de la biodiversité, qui a permis de mettre en place différents aménagements dans le cadre d'un programme qui s'appelle Réciflab. Ce programme est constitué de 4 lots. Un premier lot qui a permis de travailler plus sur les aménagements portuaires. Un deuxième lot qui a traité plus, lui, sur le balisage des 300 mètres. Un troisième lot au niveau de l'île de Brescou, qui était la création d'un nouveau ponton éco-conçu. Et enfin, un projet principal qui était le projet de déport de pression de l'activité de plongée sous-marine des sites de coralligène vers un site artificiel. Alors les 32 lestes éco-conçus pour le balisage des 300 mètres sont en béton. Il y a une partie en béton 3D et une partie leste en béton coulé. La partie en béton 3D, c'est un béton qui est déposé par couche et qui permet d'avoir un design biomimétique et des cavités qui sont appropriées pour l'habitat de certaines espèces de poissons. Et il y a une partie leste sur ce récif qui sert à la stabilisation du récif, qui est en béton coulé, où on utilise un béton qui est dit bas carbone. C'est un béton qui est 60% moins émissif en CO2 à sa fabrication. On a utilisé le procédé d'impression 3D béton qui permet de minimiser la quantité de matière et d'apporter une complexité architecturale très intéressante, des grottes, des failles, des cavités, des tombants, pour à la fois accueillir le plongeur, que ça soit ludique pour lui, et à la fois aussi recréer des habitats typiques des petits fonds côtiers de Méditerranée qu'on retrouve notamment sur le roc de Brescou. C'est un outil de gestion complémentaire qui est à notre disposition et qui va permettre aux plongeurs aussi bien professionnels que récréatifs de pouvoir délester un petit peu leur activité qu'ils avaient sur les sites de coralligène, on veut dire en favorisant par exemple toutes les activités de formation, de tests de matériel ou alors même des fois juste les premières immersions ou la remise un petit peu à niveau de plongeur sur ce site artificiel qui est ludique, qui est adapté à la plongée et qui ne craint pas, on va dire, l'impact mécanique que peut causer la plongée. Donc au niveau de ces différents lots, il y a eu des suivis scientifiques qui ont été réalisés. Et ce qu'on a pu observer, c'est une appropriation par la faune et la flore sous-marine de ces récifs. Et bien sûr, ce que nous on espère à l'avenir, c'est à la fois un développement de la faune et la flore sur ce récif principal, et aussi en ayant une diminution un petit peu de la pression de la plongée, avoir une sorte de restauration des habitats coralligènes, qui sont des habitats qui sont très riches, très diversifiés au sein de la marine protégée. On vient mettre notre grain de sel. L'artiste qui est avec nous ce soir souhaite lui aussi proposer des récifs artificiels et des habitats pour préserver la faune aquatique, des structures oniriques qui seraient aussi là pour sensibiliser le grand public à l'importance de préserver cette biodiversité. Bonsoir Gauthier Fleury. Bonsoir, merci. Ce projet soutenu par la région, ça s'appelle la Cité des Poissons. Alors de quoi s'agit-il exactement ? J'ai rencontré une société qui s'appelle Géocorail, qui par électrolyse, en plongeant de la ferraille dans la mer, toute l'accrétion des minéraux viennent se coller autour. Donc en fait, la ferraille dans l'eau est électrifiée en basse tension et les sédiments dans les fonds marins se collent à cette ferraille-là. Ouais, à cette ferraille. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas prédire ce que l'œuvre d'art sera.
plus elle est gigantesque et plus c'est facile de prévoir. Mais pour des maquettes, en dessous de 2 mètres, c'est difficile parce qu'il peut très bien y avoir un caillou qui vient se coller, etc., et qui vient raconter autre chose. Et les poissons, donc, où est-ce qu'ils vont atterrir? Comment ça marche? Alors, tout simplement, je veux dire, chaque dessin donc, des ferrailles redessine des poches. Et à l'intérieur de ces poches, par exemple là, je veux dire, dans la jambe, c'est fait pour qu'il y ait des poulpes. À côté, c'est fait pour les congres. Ici, ça peut être pour des roquiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque dimension, je recrée un habitat pour tel type de poisson. Alors, je ne suis pas du tout scientifique, mais je sais que l'imaginaire a souvent beaucoup plus raison que les scientifiques, et donc j'y crois. Voilà. Et puis l'imaginaire, c'est un peu le premier outil de l'artiste, hein, on peut dire ça. Exactement. Et je sais que par expérience, pour avoir plongé souvent donc, avec les poissons, ils adorent être recouverts et être à l'abri. Donc, en réalité, en faisant un petit peu comme des pétales de fleurs dans les sculptures, ça permet aux poissons de venir donc en dessous et de voyager dans les structures donc de la sculpture. Donc pourquoi ne pas juste, entre guillemets, faire des motifs? Pourquoi représenter des humains sous l'eau? Et j'ai travaillé sur des récifs qui n'avaient aucune notion figurative. Elle peut être géométrique aussi. Bon, en réalité, l'essentiel, c'est vraiment de créer un habitat pour les poissons. Il faut savoir qu'actuellement, on est en train de pêcher 2 fois plus que ce que les poissons peuvent se reproduire. Donc, il est vraiment temps qu'on trouve des solutions et qu'on apprenne aux pêcheurs à devenir des agriculteurs, quoi. Des jardiniers de la mer. Oui, jardiniers de la mer, comme je les appelle. Ouais. Votre atelier est basé à Sète. Vous avez même un atelier face à la mer. Vous plongez depuis longtemps. Chance, ouais. C'est un environnement que vous connaissez bien. C'est pour ça que ça vous touche? Oui, et puis j'ai assisté donc, au déclin donc, du poisson, quoi. Et si effectivement rien n'est fait, les scientifiques prédisent que la Méditerranée sera une mer morte dans 5 ans, quoi. Chaque minute qui passe, il y a un conteneur de plastique qui se dévie en Méditerranée. C'est aussi donner à voir, à rêver aux plongeurs, aux hommes. C'est pour ça que vous faites ça crée des spots en même temps pour apprendre aux gens de visiter des habitats pour les poissons. Regardez par exemple, il y a eu un plongeur qui dernièrement s'est mis donc à danser avec des murènes parce qu'ils sont habitués. Donc il y a une vraie possibilité de montrer donc aux gens la passion de la faune aquatique sans être agressif, et le poisson s'y habitue. Alors, ces structures-là, c'est pas tout ce que vous faites, hein, parce que vous êtes un artiste très complet. Vous avez fait de la photographie, vous êtes aussi dessinateur. On peut voir d'ailleurs vos œuvres derrière nous qui défilent. Du coup, comment vous avez fait pour inclure ce projet de la Cité des Poissons dans votre travail d'artiste? En quoi ça a une démarche artistique forte? Vous connaissez l'histoire du colibri? La fable du colibri? Oui, la fable du colibri, ouais. Qui veut éteindre l'incendie avec une petite goutte d'eau. Nous, en tant que démarche artistique, c'est un petit peu pareil. Si on peut aider une évolution écologique, tout d'un coup, je veux dire, c'est merveilleux. Surtout que là, donc finalement, je veux dire, l'auteur, c'est la nature, c'est pas moi. Ce sera la mer qui va décider vraiment de la sculpture. Et en quoi tous vos dessins, toutes vos peintures, toute votre réflexion depuis des années, ça vous a conduit à inventer ces formes-là? Parce qu'encore une fois, c'est pas juste des formes géométriques simples, c'est des personnages, c'est des têtes. C'est juste qu'en réalité, je veux dire, l'imaginaire qui fait développer donc des formes me donne naissance, comme dans les dessins. Et je sais jamais ce que je vais travailler donc en amont. Et c'est donc en le faisant que ça devient donc une forme. Donc ma démarche, elle est vraiment très instinctive. Et puis c'est surtout une œuvre qui va évoluer dans le temps, puisque ça va pas se faire du jour au lendemain, j'imagine, tout ça. Non, il faut compter facilement au minimum 6 mois, je dirais, pour créer donc vraiment donc la matière, mais ça peut aller jusqu'à 1 année. C'est l'idéal. Mais selon donc les parois, par rapport à la sculpture, il y a des parties où on peut enlever donc l'électrolyse pour faire des parois plus fines, d'autres on peut le laisser plus longtemps. Donc à partir de ce moment-là, on peut jouer aussi avec le temps pour créer des épaisseurs différentes. Merci beaucoup Gauthier Fleury d'être venu nous parler de ce formidable projet, la Cité des Poissons. Un projet qui est donc en attente d'autorisation. Là, vous attendez les autorisations pour pouvoir immerger vos structures. On vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Grain de Sel Télé. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous et surtout de la mer. On vient mettre notre grain de sel.